Bonjour les amis et bienvenue dans cette troisième vidéo. Vous avez déjà été nombreux à suivre les deux premières et je suis très content qu'au bout de 3 mois, vous soyez déjà 163 abonnés. J'en attendais pas tant et je suis très flatté de votre intérêt pour mes modestes petites vidéos. N'oubliez pas à la fin de cette vidéo, surtout ma petite chronique, la cerise sur le gâteau, qui est une petite critique un peu perfide du monde de la van life, comme disent les snobs, du camping-car, du véhicule de loisir, je préfère nettement. Dans cette vidéo, vous allez découvrir notre premier long voyage. Nous habitons entre la France et l'Italie, 6 mois en France, 6 mois en Italie, à Dijon et à Bari. Donc ces deux villes sont distantes de 1500 km. Donc nous avons décidé maintenant, au lieu d'utiliser la voiture, d'utiliser le camion pour nous déplacer et prendre un jour en plus. C'est beaucoup plus facile de couper en trois un voyage comme ça, surtout qu'on avait des petites étapes, comme vous allez voir, à faire en cours de route. Nous nous sommes arrêtés déjà en Haute-Savoie, chez Curios Loisirs, de nouveau pour finaliser quelques petites mises au point administratives et aussi changer les plaques avec le numéro définitif ayant la nouvelle carte grise. Ensuite, le jour d'après, nous nous sommes arrêtés à côté de Turin pour prendre livraison de notre petit chien, le petit Poufy, qui a un Terre-Neuve. Vous verrez, la nouvelle acquisition, nouveau membre de la famille, petit frère des deux autres chiens déjà. Après, nous avons continué sur Cesena et enfin, nous sommes rentrés à Bari. Vous allez pouvoir découvrir tout ça. Je vous montrerai un petit peu de 2-3 particularités. On est très content parce que ça fait déjà, donc après ce voyage, ça fera déjà 6 jours passés dans le camion. Malgré tout ce qu'on avait entendu de mauvaises langues, que Immer, c'était plus ce que c'était, que le produit industriel, etc., que la qualité allemande, hein, ben, chez nous, on a eu de la chance peut-être, mais tout marche. Tout est parfait. Le lit est vraiment bien. Le frigo est grand, c'est commode, même avec 3 chiens dedans. Ben, on ne se marche pas dessus, c'est un petit peu le Tetris pour arriver à passer, mais avec un petit peu d'organisation et d'ordre, si tout est bien pensé, les placards sont suffisants, le coffre finalement est pas mal du tout est vraiment super bien conçu, et franchement la douche, la salle de bain, tout ça, après avoir lu tant de commentaires, moi je m'attendais à un truc un petit peu décevant, et bien c'est pas du tout le cas, on est très content. Sans parler du fourgon, évidemment le porteur, le Sprinter 4x4 V6, bon ben c'est le top quoi. Malheureusement ils ne le font plus. Ça sera une petite partie de ma chronique finale où je vous parlerai de la fée électricité. Bonne visualisation. Nous nous sommes donc arrêtés de nouveau à la Balme de Sillingy pour finaliser 2-3 points administratifs. Nous en avons aussi profité pour mettre les plaques définitives, ayant obtenu entre-temps la carte grise définitive. Nous avons ensuite repris la route direction l'Italie en passant par la vallée de la Maurienne et le tunnel du Fréjus. Arrivé à la Chiusa di San Michele,
nous avons eu la désagréable surprise de trouver l'aire de stationnement municipal fermée. C'est donc avec une petite appréhension que nous nous sommes apprêtés à passer la nuit sur un parking tout proche. Heureusement, tout s'est bien passé, nous n'avons pas été dérangés. Le samedi matin, nous avons repris la route, mais auparavant, nous avons pris livraison des nouveaux petits chiens Poufy. Harry était bien décidé à prendre le volant, mais son petit frère n'a pas voulu. Pour des raisons de contrainte de temps, nous avons dû prendre l'autoroute. Surtout pas s'affoler à la vue de la consommation instantanée. On passe pas inaperçu sur les parkings non plus. En fin d'après-midi, nouvelle halte à Cesena, une super aire de camping-car. Bel accueil, tout propre, pas trop de monde, vraiment parfait. Je pense qu'en été, durant la saison, ça va pas être la même chose. Enfin, le dimanche matin, troisième tronçon, Cesenatico, Bari. Malheureusement, toujours en traçant sur l'autoroute pour des contraintes de temps. Arrivé à bon port, le fourgon a déjà quasi 2000 km au compteur. Le voilà au repos dans son centre de stationnement et bientôt un bon lavage sera nécessaire après tous ces kilomètres d'autoroute. Bonjour les amis, et merci de me suivre pour cet épisode numéro 2 de ma petite chronique dans laquelle je vous ferai part de mes modestes réflexions sur la van life. Aujourd'hui, la fée électricité. J'ai choisi le meilleur porteur du marché, c'est pas de la vantardisme, à part l'Iveco Daily qui requiert le permis poids lourd que je n'ai pas. Le Mercedes Sprinter 4x4, c'est vraiment le meilleur du marché, je pense. N'en déplaise aux jaloux et aux grincheux. Dans ma précipitation à me décider et à commander, il y avait le fait que Mercedes arrêtait le 6 cylindres. Ce V6 de 190 chevaux ne se fait plus pour des raisons écologiques. Et maintenant, c'est un 4 cylindres qui est en 4matic, donc avec une transmission intégrale non débrayable et sans boîte courte. Pour moi, c'est pas un progrès, mais c'est juste une concession faite au diktat écologique.
En regardant les dernières vidéos de l'usine de Düsseldorf dans laquelle sont fabriqués les sprinters, je vois arriver en demi-teinte un truc qui ne me plaît pas du tout. Ce qui nous pend au nez, c'est le fourgon tout électrique. La fée électricité dont nous fait l'apologie depuis plus de 5 ans à grand renfort de primes d'État qui dissimulent des augmentations énormes, des batteries pour tout, de la trottinette au vibromasseur, de la Twingo au sprinter, je dis sprinters pour que ça rime, hein. Pour les explorateurs, par exemple, c'est nul, quoi. Les mecs, où est-ce qu'ils vont les brancher? Où est l'autonomie? Où est l'indépendance dans tout ça? Vous allez trouver des bornes tous les 200 km en Afrique ou en Amérique du Sud? Non, ça n'existe pas. Mais partons de la conception. On a déjà du mal à tout caser, entre le plancher et le châssis, réservoir, eau usée, plaque de protection, les vidanges, la roue de secours, le compresseur, et là on va vous mettre encore 300 kg de batterie, donc plus de place. Ça devient des véhicules inutilisables pour notre utilisation de véhicules de loisirs. La longévité des batteries, personne ne la connaît. L'autonomie, elle, par contre, on la connaît. Pour un Cayenne hybride, par exemple, j'ai eu l'occasion d'essayer, c'est 35 km en plus, en électrique, entièrement en électrique. Après avoir fait 735 km à l'essence et avoir consommé plus pour recharger, parce qu'il faut bien faire tourner l'alternateur, qu'encore une contrainte de plus pour le moteur. Sans parler de la moitié du coffre qui est bouffé par les batteries, donc c'est pas sérieux, c'est vraiment le foutage de gueule, et de toute façon ça sert à rien du tout. J'ai un petit souvenir quand j'étais gamin, il y avait un peu d'autoroute et on regardait le paysage par la fenêtre, on avait que ça à faire pendant des centaines de kilomètres. Et qu'est-ce qu'on voyait? Ben, on voyait des montagnes de pneus. Des montagnes de pneus usés, lisses, 15 mètres de haut, 50 mètres de long. Tous ces pneus qui de temps en temps, il y a un mec qui foutait le feu parce que ça dérangeait un peu dans le paysage, il y en avait partout. Jusqu'au jour où il y a un type intelligent qui a eu l'idée d'incorporer ces pneus dans le goudron lui-même afin que les deux matières égales, friction, etc. Bon. Donc en quelques années, toutes ces montagnes de pneus, elles ont finalement disparu. Mais les batteries, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces batteries, de trottinettes, de machins, de bidules, il y en a partout. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces batteries après l'utilisation? On ne sait pas les recycler. Ça va nous rester sur les bretelles pendant 30 ans. On ne va pas savoir quoi en foutre, hein, jusqu'il faudra attendre quand même qu'il y ait un autre génie qui arrive à recycler tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va nous coller une taxe sur le recyclage des batteries pour au moins les stocker sans que ça pourrisse la nature en attendant. La fabrication des batteries, d'après les enquêtes alarmistes, c'est germinal en Chine, l'extraction des minerais à la production. C'est à vérifier, bien sûr, mais messieurs les constructeurs, contrôlez bien vos fournisseurs avant que ça vous revienne dans la poire. Le problème des voitures électriques, disait Coluche, c'est de ne pas avoir assez de fils pour arriver porte d'Italie. On n'a pas fini de se marrer. Combien d'étourdis vont repartir du parking en arrachant la prise, le fil, embarquer la borne? Combien de systèmes de prise différents, d'adaptateurs, de trucs, de combien d'embouts et encore et de trucs et de rallonges il va falloir se balader? En voyage, occupez bien vos gamins, parce que le temps de la recharge, c'est pas 30 minutes comme on nous dit, mais c'est entre 2 heures et 3 heures. Alors, à part les recharges flash qui, elles, vont coûter plus cher qu'un plein d'essence, évidemment, il faut que ces messieurs les fournisseurs se gavent. De toute façon, ça va être 3 heures à poireauter à la station, à attendre que le mec de devant ait terminé, etc. Ça ne sera pas la même patience que dans une petite file pour faire le plein d'essence. Bon, la voiture électrique, c'est une grande escroquerie intellectuelle parce que de toute façon, derrière la prise qui vous donne bonne conscience, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez du nucléaire, oh les vilains, le nucléaire, c'est pas bien, c'est dangereux et tout. Ou alors vous avez une belle centrale à charbon qui fume noir. Et si tout le monde passe à l'électrique du jour au lendemain, comme apparemment ça a l'air de se décider un petit peu, comment va-t-on faire pour fournir de l'électricité à tout ça? Est-ce qu'on a les moyens de produire? Ça, c'est vraiment pas sûr. Moi, dans tout ça, eh ben, je préfère largement garder mon bon 6 cylindres bien réglé, qui pollue peu. Et puis en attendant, eh bien, j'ai pas mauvaise conscience. Allez, à bientôt les amis, à la prochaine cerise, j'en ai plein mon bocal.